Bonjour à tous, on va pouvoir commencer pour ne pas prendre de retard au début de la conférence et tenir le timing. Alors, ravie de vous accueillir ici au SPACE. Je suis Gaëlle Dupas, je suis directrice de du pôle animal de la coopération agricole. Donc la coopération agricole qui est la représentation unifiée des coopératives agricoles en France. Je suis ravie de vous accueillir à cette conférence. Donc c'est la 8e conférence. Les équipes ont compté qu'on organise sur le bien-être animal au SPACE. Alors, je suis ravie de vous accueillir en présentiel à Rennes. Et puis, on a quelques intervenants qui sont en visio. Bonjour à vous. Et également des participants qui nous suivent sur le Facebook Live. Donc, bonjour à vous qui êtes en ligne. Vous aurez la possibilité de poser des questions sur le chat, d'ailleurs. Alors, nous avons choisi d'axer la conférence cette année sous l'angle européen, la manière dont l'Europe agit sur le bien-être animal et notamment dont les évolutions législatives et réglementaires se mettent en place, avec un zoom ensuite sur la prise en compte par les filières et sur la recherche qui travaille aussi sur ces sujets de bien-être animal. Donc, on a différents intervenants de choix pour cette conférence, des intervenants en présentiel d'abord. Donc, je salue de nouveau Sophie Brajon, vous êtes éthologue, vous travaillez à l'unité mixte de recherche Pégase à l'Institut Agro-Rennes Angers. Je salue également Stéphane Jamet, vous êtes directeur de l'activité port de la coopérative agricole Le Gouessant. Je salue enfin Michael Marcerou. Alors Michael, tu es éleveur de bovins viande, tu es vice-président de la coopérative Arteris et tu es également là parce que tu as le rôle de référence sur les sujets bien-être animal pour la coopération agricole. Je salue également donc, nos invités ou nos intervenants en visioconférence. Alors tout d'abord Jérémy de Serles. Jérémy de Serles, vous êtes éleveur de bovins viande également en zone Bourgogne-Franche-Comté et vous êtes député européen. Ensuite bonjour. Denis, bonjour. Le son fonctionne parfaitement. Denis Simonin, vous travaillez à la Commission européenne. Vous êtes expert confirmé sur le bien-être animal. Donc vous interviendrez également. Et enfin, j'accueille en visio Luc Vérag. Donc Luc, tu es éleveur de bovins laitiers cette fois dans les Hauts-de-France et tu es également administrateur de la coopérative Sodial. Bonjour. Alors sans plus attendre, donc, je vais laisser la parole à Michael Marcerou qui va introduire cette conférence. Donc, merci Gaëlle pour cette introduction. Donc, bonjour à tous. C'est à moi de vous saluer maintenant. Ça fait beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour la 3e année maintenant sur le SPACE avec cet événement qui est devenu vraiment un événement fort pour nous au niveau de la coopération. On a travaillé dans différents angles les années suivantes. On a regardé le bien-être sur à peu près par beaucoup de prismes. Et c'était important pour nous aussi aujourd'hui de pouvoir le regarder sur le côté réglementaire, sur le côté européen, d'essayer de mieux comprendre encore comment amener le bien-être dans nos élevages ou comment il arrive aussi s'il arrive réglementairement. Et c'est quelque chose de très important aujourd'hui, le bien-être, parce que pour un éleveur, moi aujourd'hui c'est mon activité principale, je suis éleveur et aujourd'hui on est vraiment confronté au bien-être animal tous les jours qu'on est sur nos exploitations, que l'on soit éleveur ou bien qu'on ait des animaux en propriété, c'est quand même quelque chose de très important. Et finalement on s'aperçoit aussi qu'il y a une évolution de plus en plus qui arrive autour du bien-être animal dans un environnement français. Mais aussi dans un environnement européen. Aujourd'hui, c'est ce qui est aussi très important. On a des normes d'application qui sont quand même reconnues au niveau français comme des normes très hautes, de haute catégorie, pour arriver à avoir un bien-être qui est reconnu en France assez supérieur à bon nombre de pays. Mais c'est important aussi pour nous d'arriver à avoir une logique dans la mise en place de ces actions. Et on s'aperçoit que tout ça arrive dans un climat aujourd'hui, dans les années à venir, où c'est que beaucoup de questions sont posées au niveau européen, beaucoup de dossiers sont sur la table. On peut se renseigner, on peut lire, pour ceux qui voient, ou regarder aussi des émissions, on s'aperçoit que le bien-être est un peu dans tous les dossiers. On en entend parler dans le pacte vert, on en entend parler dans la stratégie de la ferme à la table. Beaucoup de ces sujets vont vous parler à certains, mais il y a aussi beaucoup de travaux au niveau du Parlement européen où c'est qu'on parle de bien-être.
Il y a bien sûr les orientations du Conseil de l'Union européenne qui en parlent. Et bien sûr aussi, à côté de ça, il y a toute la sphère des ONG qui très souvent nous parlent aussi bien-être. Donc c'est important au bout d'un moment de se poser et de voir comment, avec tous ces sujets-là, on arrive à créer quelque chose. Et surtout, un des enjeux sur lequel on se penche beaucoup et on est très actif au niveau de la coopération, c'est qu'on se projette, c'est l'enjeu en 2023. Donc on se projette, mais pas trop loin, c'est quand même l'année prochaine. C'est la révision de la réglementation aujourd'hui qui va être annoncée et qui était intéressant de pouvoir commencer à parler des différentes mesures qu'on peut entendre un peu par-ci, par-là, si on peut parler comme ça. Aujourd'hui, ce qui est surtout important, c'est d'essayer de voir ensemble l'importance de cette révision-là, comment elle va se traduire et comment elle va se construire aussi. Et puis indirectement, si on peut aller assez loin, on verra quel impact. Mais si on ne le voit pas cette année, on verra quel impact l'année prochaine. Mais surtout de mieux comprendre ce qui nous attend. Une introduction, globalement, elle se veut courte. Donc je ne vais peut-être pas aller plus loin. Et puis je vais laisser la parole aux différents intervenants. Merci, Michael. Alors, je vais donc maintenant laisser la parole à notre premier intervenant. Comme tu l'as dit, Michael, beaucoup de choses en fait au niveau de notre cadre réglementaire législatif se trament et sont en projet au niveau européen. Et donc, on va se pencher d'abord pour essayer de comprendre la manière dont sont préparées les lois, faites les lois. Et je remercie donc notre intervenant de marque, l'eurodéputé Jérémy Deserle, pour avoir accepté de participer et nous exposer donc la manière dont le Parlement travaille sur les évolutions réglementaires en termes de bien-être animal. Bien, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien déjà pour commencer? Bon, écoutez, tant mieux. Je m'excuse déjà de ne pas pouvoir être à vos côtés aujourd'hui. Ça m'aurait fait plaisir, bien sûr, de participer à la conférence, plus qu'en direct, en physique, et puis de participer aussi au SPACE. Mais je suis retenu au Parlement. Il y a une session plénière où il y a beaucoup de votes importants, notamment sur les questions de l'énergie. Donc voilà, donc merci encore une fois à la coopération agricole pour l'invitation. Et effectivement, vous l'avez dit, Michael, tu l'as dit, et je te remercie aussi pour tes propos. Beaucoup de choses vont se passer au niveau européen sur les questions de bien-être animal, parce qu'il y a plusieurs lois, effectivement, ou en tout cas sujets de discussion, qui vont comporter cette thématique-là. Et j'ai eu la chance, alors je ne dis pas ça parce que le boulot était facile, mais j'ai eu la chance d'être rapporteur au Parlement européen sur un rapport d'évaluation justement sur la législation existante en la matière. Ce que je voudrais dire, moi, déjà en préambule sur le sujet, c'est que la France, mais aussi un certain nombre de pays d'Europe, ne sont pas si en retard que ça en matière de bien-être animal. Et il faut quand même reconnaître que quoi qu'il en soit, quoi que certains veuillent en dire, l'Europe et la France font reposer les questions de bien-être animal sur des réglementations et sur des standards du coup de production les plus élevés au monde. Donc voilà, ça doit nous servir déjà à être un minimum serein sur notre capacité à répondre aux attentes, à déjà y avoir répondu et puis à pouvoir encore faire mieux. Donc pour moi, beaucoup de progrès ont déjà été faits et pour, je pense, le Parlement européen aussi, qui avait voté du coup en faveur de mon rapport, ont reconnu que les efforts, en tout cas le progrès des éleveurs était un fait et qu'il fallait aussi le reconnaître. Ce que j'avais choisi, moi, dans mon rapport, c'est justement faire le constat que justement ces producteurs européens avaient fait le job. Ce qu'on a pu constater aussi dans ce rapport, c'est qu'il y a une nécessité de mettre à jour la législation actuelle pour intégrer justement toutes les avancées scientifiques en matière de connaissances animales, mais aussi les progrès techniques, soit à venir, soit déjà en pratique dans les élevages. Donc c'est impératif dans un premier temps que tout ça soit reconnu, analysé, constaté et qu'on puisse du coup s'appuyer aussi là-dessus pour faire évoluer les différentes réglementations. Ce qui a été aussi
l'objet un peu de difficulté dans le rapport, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de données disponibles pour décrire la façon adéquate et claire, les façons adéquates et claires qui se mettent en pratique sur le terrain. Donc voilà, ça aussi, là-dessus, il y a aussi besoin que l'administration européenne donne les moyens à chacun des États membres de rendre des données un peu plus pratiques à utiliser, j'allais dire. Donc, ce qu'on a préconisé dans le rapport pour la Commission, c'est qu'elle puisse mettre à jour ces directives pour leur rendre un peu plus d'efficacité, avec un objectif non pas de durcissement de réglementation, mais plutôt d'une meilleure lisibilité, en s'appuyant justement sur des données scientifiques un peu plus solides et plus récentes, issues justement des recherches axées sur une démarche systémique et qui n'isole pas l'aspect particulier de cette durabilité qu'on souhaite tous. Ensuite, ce qu'il faut faire aussi pour être le plus efficace et le plus objectif possible, c'est qu'il faut qu'on considère correctement la diversité des modes d'élevage existants dans chaque secteur au sein de l'Union européenne, bien sûr en tenant compte de la diversité des conditions climatiques. Et il faut qu'on analyse aussi la situation du point de vue de l'animal, espèce par espèce. Parce que pareil, dans les réglementations actuelles, toutes les espèces ne sont pas traitées correctement ou dans leurs différents stades de production. Et du coup, ça ne donne pas toujours des orientations très, très pertinentes. Et puis, il y a d'autres propositions qui sont faites dans le rapport, par exemple des échanges entre États membres, notamment sur les questions de formation des agriculteurs et des opérateurs des filières amenés à s'occuper des animaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pousse aussi au travers du rapport qui a été voté. Et puis, ce qu'il nous faut aussi, c'est articuler aussi avec cohérence la législation sur le bien-être animal avec les politiques qui ont notamment été évoquées par Michael tout à l'heure, ou les outils réglementaires européens tels que justement le Green Deal, le Pacte vert européen, la stratégie de la ferme à la table, et puis toutes les politiques aussi commerciales et les politiques de promotion. Juste sujet d'actualité, on a voté ce matin un texte sur la déforestation importée, où justement on demande à ce que les produits qui pourraient être issus de la déforestation importée, les produits agricoles, eh bien, ne puissent pas rentrer sur notre territoire. Donc là aussi, c'est pour des questions, bien sûr, de réciprocité dans le commerce, mais voilà, le bien-être animal fait aussi partie des points de mire du Parlement européen, en tout cas, pour qu'on ait un commerce un peu plus juste pour les producteurs. Il y a bien sûr aussi dans le rapport, et je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je devrais vous quitter plus tôt que prévu, donc j'aimerais bien aussi pouvoir profiter de vos différentes interrogations. Il y a aussi les questions autour de l'étiquetage. Donc le Parlement européen s'est positionné pour qu'il reste volontaire, mais qu'il soit un peu plus encadré au niveau européen pour que chaque État membre ne fasse pas non plus n'aille pas tous seul dans sa direction, mais qu'on ait quelque chose quand même d'encadré, mais pas obligatoire. Et aujourd'hui, bien sûr, il faut aussi continuer ce qui a déjà été initié en accompagnant les éleveurs plutôt enfin les éleveurs ou en tout cas les producteurs plutôt qu'en les sanctionnant. Donc voilà, il y a encore un petit peu de boulot. Je vais dire un mot aussi sur le transport. C'était pas dans mon rapport, mais par contre, c'est des questions aussi les transports des animaux qui animent un petit peu les débats au Parlement et puis au niveau européen dans sa globalité. Donc ça ne faisait pas partie du rapport, mais il y a eu une commission d'enquête aussi qui justement propose des recommandations à la Commission européenne qui vont des fois un petit peu trop loin et sur lesquelles on devra aussi apporter un peu d'arguments pour contrer des positions des fois un peu dogmatiques sur le sujet. En tout cas, voilà, l'état d'esprit dans lequel a été voté le rapport que j'ai conduit au niveau du Parlement européen va plutôt dans le sens du pragmatisme et va plutôt dans le sens des agriculteurs, des éleveurs européens. Bien sûr, on tombe sur quelques
personnes, quelques acteurs européens qui sont dans une autre dynamique. Tu as parlé de certaines ONG tout à l'heure, Michael. Il y a certaines ONG animalistes qui m'ont fait passer des moments un peu difficiles pendant la construction de ce rapport, et c'est pas toujours facile de combiner avec elles. Il y a certaines avec qui ça n'est pas très utile de discuter. Il y en a d'autres avec qui il faut prendre le temps, parce qu'en étant un peu justement concret et en expliquant correctement aussi l'état d'esprit dans lequel sont les éleveurs, parce que même si je suis un peu moins éleveur qu'à une époque, je sais très bien comment mes collègues travaillent et dans quel état d'esprit ils le font. Donc à chaque fois que j'en ai l'occasion, j'essaye de le faire savoir. Mais voilà, il y a des acteurs au niveau européen qui sont vraiment acharnés pour affaiblir finalement l'élevage, et avec qui il faut quand même, avec qui on n'est pas obligé de discuter avec eux, mais en tout cas il faut travailler à contrer leurs arguments pour essayer d'avancer dans le bon sens. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que je n'ai pas été trop long, et je suis bien sûr à votre disposition encore quelques minutes pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci, Monsieur de Serles. Donc, vous l'avez compris, Jérémy de Serles ne va pas pouvoir rester jusqu'au bout à notre moment de questions-réponses de cette conférence. Donc, je vous propose dès maintenant, si vous avez des questions, de les poser, de les poser en séance. Et puis, on peut peut-être avoir des questions via le Facebook Live. On va peut-être commencer par les questions des personnes qui sont présentes. Bonjour. Vous avez parlé d'étiquetage. Est-ce que vous savez exactement où ça en est à l'heure actuelle ? Quelles sont les démarches qui sont faites au sein des instances européennes, et aussi des discussions qu'il pourrait y avoir sur justement l'avancement que ça prend, la forme que ça pourrait prendre, et un petit peu les limites qu'on se pose à cet étiquetage et quelle valeur il pourrait avoir? Alors, je réponds tout de suite ou... Idéalement, oui. Je vous ai pas entendu. Je réponds oui, tout de suite. vous pouvez répondre tout de suite. Merci. D'accord, ok. Donc, je ne vais pas pouvoir vous répondre précisément. Enfin, voilà, ça a échappé à personne que ce qui se passe à l'est de l'Europe remet le calendrier législatif, législatif et directif, j'allais dire, au niveau européen, le rend un peu flou, en tout cas. Et donc, du coup, sur ces questions d'étiquetage, on n'est pas sûr des prochaines, du calendrier des prochaines étapes. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il va y avoir des débats un peu animés entre ceux qui veulent rendre l'étiquetage obligatoire, ceux qui veulent pas y toucher, ceux qui veulent qu'il y ait un peu plus de concret, ceux qui veulent qu'il y en ait un peu moins. Qu'on soit moins directif. Il y aura des débats entre le Nord et le Sud. Et donc aujourd'hui, celui qui sait comment on va atterrir sur ces questions-là, eh bien, il est vraiment fort, et je ne fais pas partie de ceux-là. Ce que je sais, c'est qu'il faudra, encore une fois, comme sur toutes les thématiques, y aller avec le plus de pragmatisme possible, en reconnaissant la qualité, l'efficacité des dispositifs qui peuvent exister dans un sens ou dans un autre, sans, par exemple, ce caractère obligatoire qui avait été évoqué dans mon rapport. Enfin, il y a des députés qui voulaient qu'on rende l'étiquetage sur les produits agricoles d'élevage. Ils voulaient qu'on rende un étiquetage bien-être obligatoire. Encore une fois, sur ces thématiques-là, c'est pas possible d'être très précis et d'aller. Ils voulaient même que l'étiquetage soit obligatoire, même sur les produits transformés. C'est quand même pas bien évident sur les produits transformés de savoir si tous les ingrédients du produit transformé ont été tout au long de leur vie dans des conditions d'élevage exemplaires. Donc donc du coup, on va essayer de prendre des positions, de défendre, en tout cas c'est ce que je ferais, de défendre des positions rationnelles. Dès que j'ai des éléments plus concret, de toute façon, j'en ferai part, et la coopération agricole, notamment, sera bien sûr au courant. Merci, Monsieur de Serles. C'est un vrai sujet, que l'étiquetage du mode d'élevage, et c'est un sujet qu'on suit de près, ou l'étiquetage bien-être, c'est un sujet qu'on suit de près, effectivement,
au niveau du monde agricole et des coopératives, parce qu'il peut impacter nos productions. On prend une deuxième question. Juste ce que je peux redire là-dessus, c'est ce qu'on va pousser quand même, c'est qu'il puisse y avoir un cadre européen, parce qu'en matière de bien-être animal, ce qui est important, ce qui fait la richesse de l'Europe, c'est justement d'être déjà en avance et du coup de respecter les attentes sociétales en matière de bien-être animal un peu plus que les autres pays du monde. Et donc du coup, il faut qu'on se serve de cette identité européenne en matière de bien-être animal correctement. Donc ça nécessite qu'il y ait un cadre quand même en matière d'étiquetage qui soit européen. Voilà. Merci, d'autant plus qu'on est sur un marché unique. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non. Alors on peut... Alors moi j'ai une petite question derrière. Alors vous avez produit un rapport. Qu'est-ce qui se passe après un rapport? Quel est le processus derrière quand les députés font un rapport? Alors déjà, c'est pas que je veuille pas donner d'importance à mon rapport, mais c'est pas un rapport législatif. Mais par contre, on a voulu, ça a été dit aussi tout à l'heure par Mickaël, il y aura une proposition en 2023 de la Commission sur les questions de bien-être animal, et on avait souhaité avancer sur ce rapport pour que ça puisse aussi contribuer à alimenter la réflexion de la Commission, à alimenter la proposition de la Commission en matière de bien-être animal. Donc les suites, ça va être de m'assurer que la Commission prenne bien en compte aussi ce que le Parlement européen a choisi comme orientation sur le bien-être animal. Alors, ce n'est pas tout à fait négligeable, hein, encore une fois. Il y a eu vraiment une importance à ce que ce rapport soit reconnu par la Commission. J'ai eu la chance, pendant le débat sur le rapport, d'avoir la commissaire Kyriakides qui a salué justement les orientations du Parlement. Donc maintenant, il va falloir être vigilant pour que la Commission suive ça. Donc la prochaine étape, c'est justement de m'assurer encore une fois que le Parlement sera bien entendu et consulté pour l'édition, le travail, la réflexion de la Commission sur le sujet. Je vous remercie, Monsieur de Serles. Donc, je sais que votre temps est compté. Vous pouvez continuer à écouter nos débats, à intervenir potentiellement si vous le souhaitez. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à notre conférence. Ok, je vais vous écouter encore un petit peu. Merci à vous. Parfait. Alors, vous avez évoqué, alors ça tombe bien, le travail de la commission qui va suivre derrière. Donc, notre deuxième intervenant que je salue est... Pardon, excusez-moi, Denis Simonin. Denis Simonin, vous travaillez à la DG Santé de la Commission européenne, à l'unité bien-être et antibiorésistance. Et justement, on aimerait bien savoir comment la Commission, elle, après le travail des parlementaires, ou en parallèle, en aller-retour avec le travail des parlementaires, travaille sur l'évolution de la réglementation bien-être animal. Je vous laisse intervenir. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous m'entendez bien aussi Oui, bon, ok. Bon, donc je veux d'abord dire que je fais partie d'une équipe, hein, donc je ne suis pas chef d'équipe pour l'instant. Je gère essentiellement 2 dossiers par rapport à l'ensemble des propositions législatives qui sont l'abattage, qui n'est pas ce qui concerne le plus en général les éleveurs, et aussi l'étiquetage qui semble éveiller un peu plus d'intérêt ici. Je vais commencer d'abord par une chronologie parce que, bon, vous savez, le système européen, c'est une machine assez complexe et qui est assez lente, mais qui progresse de façon, je dirais, relativement, cohérente. Alors, disons que ça commence déjà, ça a déjà été évoqué par le pacte vert, c'est-à-dire qu'au début de cette nouvelle commission, fin 99, donc il y a eu, comme vous savez, le pacte vert européen. Et ce qui est important, qui était essentiellement visé la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ça a été suivi ensuite, en mai 2020, par l'adoption de la stratégie de la ferme à la table. Alors, j'en viens à ça parce que, en fait, la stratégie de la ferme à la table, c'est vraiment la déclinaison du pacte vert européen. Et dans cette stratégie, en fait, on a un paragraphe sur le bien-être animal
qui prévoit, en fait, qui engage, en fait, qui promet à la Commission, enfin, que la Commission promet de mettre une proposition législative pour réviser l'intégralité, en fait, du corpus législatif sur le bien-être animal. Ça, c'est la première chose, avec des objectifs qui sont assez spécifiques sur lesquels je vais revenir après. Et ensuite, d'examiner la possibilité d'un étiquetage sur le bien-être animal au niveau européen. Donc ça, c'est les deux axes de travail qui sont définis dans la stratégie de la ferme à la table. Alors ensuite, dans la chronologie, à peu près en même temps, juste après, la Commission a demandé à l'autorité, vous savez, l'EFSA, c'est l'autorité pour la sécurité alimentaire, qui est un peu l'organisme de consultation scientifique, un certain nombre d'une série d'avis scientifiques qui sont notamment sur le transport et sur les animaux d'élevage, donc sur les élevages de porcs, de volailles et aussi de veaux, qui sont aujourd'hui les espèces qui sont couvertes en fait par la législation européenne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que récemment, pour ceux qui suivent un peu ces dossiers-là, on a eu la publication d'une série d'opinions scientifiques de l'EFSA pour le transport, et je crois qu'il y a eu adoption aussi sur le porc aussi. Donc, il y a à la fin de l'année, donc de cette année, en décembre 2022, il y aura la publication, enfin l'adoption par l'EFSA, une opinion scientifique sur les poules pondeuses et sur les poulets de chair. Et en mars 2023, normalement, il y aura une opinion scientifique sur les veaux et sur les vaches laitières, ainsi que sur d'autres volailles, dans le contexte de l'initiative citoyenne sur l'interdiction des cages. Alors, j'insiste beaucoup sur cette question des avis scientifiques, parce que les avis scientifiques ne sont pas contraignants, hein, il s'agit d'une opinion scientifique, et c'est ce qu'on appelle de l'évaluation du risque, mais ça donne des signaux sur lesquels, évidemment, la Commission doit construire ses propositions. Donc c'est quand même intéressant, évidemment, ce n'est pas toujours très facile à lire, mais c'est quand même intéressant parce que ça donne une orientation sur les possibilités d'évolution. Comme ça a été dit d'ailleurs par M. De Serres, c'est-à-dire qu'il y a quand même un corpus législatif qui est assez ancien. Il y a certains documents qui sont basés sur des opinions scientifiques d'une vingtaine d'années, donc c'est clair qu'il y a quand même un besoin de dépoussiérage minimum. Ensuite, du point de vue chronologique, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est qu'en juin 2021 de l'année dernière, donc on a eu aussi la réponse de la Commission à une initiative citoyenne sur l'interdiction des cages. Donc ça couvre quand même beaucoup d'espèces différentes, pas seulement les volailles, mais aussi ce que j'appellerais, bon, c'est pas des cages, mais enfin, à mon avis, du point de vue technique, c'est un peu différent, mais ce que j'appellerais des conditions d'élevage confinées. Donc en ce qui concerne les truies, par exemple, ou en ce qui concerne les veaux, où on a des systèmes d'élevage collectif, mais partiels, c'est-à-dire qui ne sont pas toute la vie de l'animal. Donc là, il y a une réponse très claire de la Commission, ainsi d'ailleurs qui a été soutenue par le Parlement européen, sur une interdiction progressive de ces systèmes d'élevage. Et c'est évident que ça va nécessairement faire partie quelque part de la discussion future. Enfin, et à mon avis, le dernier élément, étape importante, c'est au juillet de l'année dernière, où il y a eu la publication par la Commission. Alors, je suis désolé pour les anglicismes, mais c'est ce qu'on appelle un Inception Impact Assessment. Donc, c'est une espèce de document, en fait, qui propose des options sur les possibilités de réforme de la législation. Donc, c'est un document qui est relativement synthétique, ça ne fait pas 50 pages, et ça donne des lignes, en fait, des pistes sur les options qui sont actuellement en discussion, en tout cas à cette époque-là, pour réviser la législation. Donc ce document-là, à mon avis, c'est vraiment, pour l'instant, il n'y a rien de stratégiquement important qui a été publié depuis. Donc je peux vous donner un petit peu la chronologie de ce qui s'est fait depuis, mais on n'a pas eu aujourd'hui de publication plus spécifique. Donc je vais aider un peu décliner là-dessus. Ce qui est important aussi, c'est qu'à la fin, il y a eu aussi une consultation publique, où il y a, alors ça c'est intéressant en termes d'écho, il y a eu 60 000 réponses sur une consultation publique, ce qui est, au niveau de la Commission, c'est énorme. Il y a rarement eu une consultation publique qui a eu autant de réponses. Et puis, il y a eu une conférence des parties prenantes. Et alors, ce qui est intéressant, à mon avis, pour le process, même si pour l'instant, il n'y a pas de résultats concrets, c'est que la Commission a créé plusieurs sous-groupes, en fait, dans le cadre d'une plateforme européenne sur le bien-être animal, où on a différentes parties prenantes qui sont
qui sont représentés, qui concernent les différents travaux législatifs qui vont être mis en œuvre. Donc, il y en a un sur les volailles, il y en a un sur les porcs, il y en a un sur les veaux, il y en a un sur le transport, un sur la mise à mort et un sur l'étiquetage. Personnellement, par exemple, je préside celui qui concerne la mise à mort et l'abattage, ainsi que celui sur l'étiquetage. Et enfin, donc dernière étape de cette chronologie, la commission, bon ça c'est un peu de la cuisine interne, mais c'est important que vous le sachiez, c'est qu'elle a lancé des études d'impact sur ces différents projets législatifs, puisque c'est un système composite. Et donc, ça veut dire qu'à la fin de l'année, normalement, il devrait y avoir, la plupart des études devraient être terminées et servir de base, en fait, de réflexion. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'on a un système les études d'impact, juste pour essayer de comprendre à quoi ça sert, c'est qu'on a une base des hypothèses de travail pour de modifier, si vous voulez, les conditions techniques et législatives. Mais ce qui est important, c'est que ces hypothèses de travail, surtout essentiellement inspirées par les scientifiques, soient confrontées en fait aux réalités économiques, socio-économiques. Donc c'est ça un petit peu, c'est trouver en fait comment les équilibres se font entre les deux. Et les études d'impact sont donc assez importantes dans le débat, puisque c'est elles qui vont donner en fait aux politiques, puisque c'est le politique qui dessine à la fin, un peu quelle est sa marge en fait de décision dans laquelle il peut minimiser un petit peu les impacts négatifs et maximiser les impacts positifs. Voilà. Donc après, la prochaine étape, ça va être évidemment les propositions législatives qui sont attendues qui sont prévues en tout cas pour fin 2023. Voilà. En ce qui concerne le contenu, parce que ça c'est le process, le contenu, ce que j'ai dit, c'est qu'on a en fait les axes politiques de changement qui sont définis dans la stratégie de la ferme à la table. C'est d'une part un chapeau général qui est améliorer le bien-être. Bon, je pense que l'amélioration globale du bien-être, même si effectivement il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits et qu'on est bien positionné au niveau mondial, elle correspond aussi à une évolution sociétale. Je pense que ça, M. De Serres l'a bien dit aussi. Et donc, c'est évident que quand on a un corpus qui est assez ancien, qui date des années 90, bon, il est clair qu'il doit être mis à agir aussi par rapport aux attentes sociétales. Mais ça, c'est le chapeau global. Mais il y a trois, défis importants. Il y a d'une part la mise à jour aux normes par rapport aux nouveaux éléments scientifiques. On en a vu sur le transport. Et ça touche quand même différents aspects, qui peuvent être les durées de transport, qui peuvent être les pratiques de mutilation, qui peuvent être les pratiques de confinement, qui peuvent être les pratiques sur l'espace. Ça peut être aussi en termes de champ d'application, puisqu'aujourd'hui, le corpus législatif couvre essentiellement des espaces qui font l'objet d'un élevage très intensif, qui sont les volailles, les porcs et puis accessoirement les veaux. Et donc, il y a aussi une réflexion sur l'extension peut-être à d'autres espèces. Et enfin, sur la meilleure application des règles. Donc, ça veut dire, est-ce qu'il y a une plus grande clarté dans les textes, simplifier certaines règles, aussi peut-être affiner les procédures de contrôle. Donc tout ça c'est aussi une réflexion qui est à l'œuvre actuellement. Voilà. Donc je ne sais pas, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail après technique parce que ça risque d'être un petit peu long, mais c'est tout ce que je voulais dire pour le moment. En ce qui concerne, parce que comme il y a une question sur l'étiquetage, je voulais revenir un petit peu dessus puisque je m'en occupe, donc j'ai un petit peu plus d'éléments. En ce qui concerne le document dont je vous ai parlé, qui a été publié en juillet dernier, en fait, on avait en gros 3 types d'options qui sont actuellement en réflexion. Évidemment, la première option, c'est de rien faire. Mais je pense qu'effectivement, comme l'a dit M. De Serres, il y a quand même un certain consensus pour faire quelque chose sur ce sujet-là. Effectivement, on a fait une étude préalable qui montre qu'il y a quand même un foisonnement en fait, aujourd'hui d'étiquetage qui rend la lecture par le consommateur difficile. Donc, je pense que la nécessité d'intervention européenne semble assez quand même confirmée. Maintenant, il y a plusieurs degrés, d'intensité d'intervention. Et dans ce document-là, on envisage soit un système, relativement complet, donc qui est une option où on couvre tous les aspects du bien-être animal,
que ça soit l'aspect système d'élevage, comme ce qui existe par exemple pour les œufs, mais aussi peut-être des indicateurs ou des systèmes de gestion de management, donc de l'élevage. Donc il y a un étiquetage plutôt complet, soit un mode d'étiquetage qui peut être focalisé sur certains sujets, essentiellement notamment les conditions d'élevage sur les cages ou pas cages, et puis un système encore plus limité qui n'est pas un système d'étiquetage, mais qui serait une réglementation de ce qu'on appelle les allégations, donc qui existe par exemple pour les allégations santé dans les aliments, où on cadrerait un certain nombre de possibilités d'allégations, soit des allégations spécifiques, qui peut être par exemple, je ne sais pas, cochon élevé en plein air, je ne sais pas quoi, ou bien des allégations plus générales, genre des vaches heureuses, choses comme ça. Donc ça peut être aussi une façon de cadrer un petit peu les systèmes existants. Après, il y a effectivement le débat sur étiquetage obligatoire ou volontaire, et qui effectivement, enfin, au vu de ce que j'ai vu en termes de discussion aujourd'hui entre les parties prenantes, relève d'un clivage assez marqué. Voilà. On s'arrête là sur le clivage marqué. Merci Monsieur Simonin. Donc merci pour votre intervention. On a compris tout un tas de travaux préliminaires qui servent et d'études qui servent à la Commission à élaborer la proposition législative. J'ai compris qu'elle serait pour fin 2023. On suivra ça de très près. Donc, avec les deux premiers intervenants, vous avez compris, on a essayé d'appréhender, de manière globale la manière dont la réglementation, la législation est construite et arrive au niveau bien-être animal. Et là, maintenant, on va choisir au cours de cette deuxième séquence de cette conférence de s'intéresser à la manière dont les filières appréhendent le sujet du bien-être animal, comment elles s'adaptent aux évolutions législatives, comment elles anticipent, comment elles en font plus potentiellement. Donc je vais laisser la parole à notre premier intervenant professionnel des filières. Donc Stéphane Jamet, vous êtes directeur de l'activité porc de la coopérative Le Gouessant. Donc si vous voulez bien nous expliquer comment vous appréhendez le sujet, et je crois que notamment vous travaillez sur le sujet du bâtiment en élevage porcin. Bonjour à tous. Alors, en effet, au Gouessant, on s'est posé la question très tôt de se dire, mais au fait, comment est-ce qu'on va faire pour se différencier, nous, dans notre modèle d'élevage français, avec 220 à 230 truies en moyenne, avec une législation qui, souvent en France, est supérieure à ce qui se fait ailleurs, et tout ça dans un contexte de marché mondialisé, dans lequel il faut se battre avec l'Espagne, les États-Unis, le Brésil, la Russie, d'autres pays. Et finalement, on s'est dit, bon, il y aura de toute façon toujours chez nous du conventionnel, avec des gens très bien structurés qui pourront faire du porc, finalement, un prix mondial. Et puis, il y a aussi peut-être un marché à aller chercher un peu plus spécifique, ou sur lequel on va se différencier, sur lequel on va aller créer de la valeur ajoutée pour le consommateur, la valeur ajoutée pour les intermédiaires, et la valeur ajoutée aussi, surtout, parce que là, c'est notre rôle, nous, en tant que coopérative, pour nos adhérents éleveurs. Et on s'est mis à réfléchir, ok, bon, qu'est-ce que demande le consommateur. Le consommateur, on a pris les études Accept, on a aussi fait nos propres enquêtes via Consopol, et il est ressorti des choses de manière assez nette, et ce sur les deux études, que ce soit Accept ou que ce soit le Consopol, sur par exemple le fait que qu'on puisse respecter le comportement naturel de l'animal, donc avec des zones de vie bien distinctes pour lui, avec l'accès à l'extérieur, avec des phénomènes sur la santé aussi de l'animal, et donc par ricochet la santé de l'homme. Et donc en prenant tout ça en compte, en se disant ok, et puis finalement, est-ce que ça peut être assez technique pour que si demain on arrive à faire quelque chose d'intéressant, comment est-ce qu'on peut ne pas être copié aussitôt par les étrangers ou par d'autres, par nos concurrents. Et donc c'est tout ce qui a enrichi notre réflexion pour penser finalement un mode d'élevage
différents, mais prometteurs, économiquement rentables, porteurs de valeur ajoutée. On s'est ensuite appuyé aussi sur ce qui s'est passé en pondeuse, où on faisait encore des bâtiments à 3 millions d'euros pièce en 2014, et finalement, 2 ans après, on nous expliquait que ça ne valait plus rien. Donc ça a été aussi quelque chose qui a porté notre réflexion, parce que on peut dire, ouais, mais pour l'instant, on fait toujours des beaux bâtiments, oui, ok, mais qu'est-ce que ça donne demain ? Donc on a mis ça aussi dans la machine à réfléchir, à brainstormer. Et puis, on a aussi pris quelque chose en compte, c'est le bien-être, le bien-être animal, la prise en compte de ça, avec tout ce qui se passe, les différentes vidéos qui apparaissaient sur nos écrans, et puis, mais aussi de l'éleveur. Il faut que lui puisse gagner sa vie, il faut que ça puisse être rentable, il faut qu'il puisse payer ses investissements, et puis il faut qu'il puisse aussi être heureux dans ce qu'il fait, être épanoui. Il faut qu'il puisse vivre, il faut qu'il puisse se sentir bien. Donc on a aussi mis ça en place. De là, on est aussi allé voir dans différents pays. On est parti en Suisse, en Espagne, en Autriche, en Allemagne, en Norvège, Pays-Bas, Angleterre, Canada. Et on a pris un peu tout ça. On a fait une grosse réflexion. On s'est dit, et nous, dans le Grand Ouest, qu'est-ce qui pourrait correspondre à notre modèle, à nos éleveurs, à notre climat, et puis aussi à notre marché français. Et c'est comme ça qu'on a construit le modèle Physior. Le modèle Physior, qui est donc un concept d'élevage qui s'appuie sur 4 points très, très, très simples, mais qui ont permis de mettre quelque chose de différenciant en place. C'est-à-dire qu'on a commencé par respecter le comportement naturel de l'animal avec 3 zones de vie bien distinctes, une chambre à coucher, un coin salle à manger et un coin d'éjection. Pour ce faire, il a fallu marquer aussi des choses très précises pour que le porc, lui, il s'y retrouve, qu'il sache bien d'office où était sa chambre à coucher, où était sa salle à manger, où était son endroit de déjection. Donc, on a travaillé ça. Donc, le deuxième point, c'était l'accès à l'air libre. Donc, on a fait en sorte qu'il y ait un accès à l'air libre et à la lumière naturelle. Troisième point, il fallait qu'il y ait des matériaux manipulables organiques, donc type paille. Donc, il a fallu aussi réfléchir à comment est-ce qu'on gère la paille. Et puis enfin, une réflexion autour, justement, de l'arrêt de la codectomie, qui est loin d'être simple. Et je vais être très humble sur cette partie-là parce que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et dans cette partie-là, en parlant d'arrêt de la codectomie, on a augmenté la surface par animal puisqu'on est à 1,20 m minimum. Autre particularité quand même, dans la chambre à coucher, c'est une zone pleine. Tout le temps, on part du principe que c'est une règle de base, zone pleine pour le confort de l'animal. Donc une fois qu'on a arrêté ce qu'on voulait voir, ce qu'on voulait faire, qui nous semblait cohérent pour parler et de bien-être animal, et de bien-être éleveur, et de réponse aux attentes consommateurs, eh bien on a construit les premiers bâtiments. Et aujourd'hui, on a 2 élevages en engraissement qui sont en place depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Donc on a du recul. Et on a un nouvel élevage qui est en place depuis 1 an et qui, lui, qui est basé sur le concept Physior, sur tous les stades physiologiques de l'élevage, c'est-à-dire la partie truie gestante, maternité, post-sevrage et engraissement. Et alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'on en tire beaucoup d'enseignements, qu'on a beaucoup d'a priori qui sautent. Nous-mêmes, quand on les a construits, il fallait beaucoup de conviction parce qu'on a tendance à se mettre beaucoup de freins par nos repères, nos propres repères, nos propres convictions conventionnelles. Et puis là, en fait, il y a beaucoup de choses qui nous apparaissent, donc forcément on avance, forcément on progresse. Et puis l'autre chose qu'il a fallu faire, parce que c'est pas le tout de mettre en place de la production, mais il faut le vendre aussi, parce qu'autrement, quel intérêt si on ne le vend pas ? Et donc ça a été aussi une autre bataille, parce que
toutes les personnes qui sont venues voir nos premiers modèles d'élevage, au départ, on voulait vendre l'élevage en fait en trouvant d'abord un partenaire. Et quand on allait voir les partenaires, quand on leur expliquait ce qu'on voulait faire, ils nous disaient mais c'est génial, c'est top, on peut le voir quand ce bâtiment ? Ah ben, on ne peut pas le voir parce qu'en fait, justement, on veut trouver un partenaire pour le financer parce que c'est comme ça que ça... Et là, à chaque fois, on retombait, le soufflet retombait. Donc on s'est dit, bon, on va prendre des engagements, c'est aussi notre rôle de coopérative, et on va construire déjà au moins 2 bâtiments. On a construit 2 bâtiments, on a montré que ça fonctionnait, et ensuite on a ramené des gens. Et là, c'est là où on a commencé vraiment à avancer avec eux. Donc c'est vrai qu'à la fois, il a fallu trouver des éleveurs qui acceptent de se mouiller, qui voulaient aller de l'avant, et puis nous qui avons accepté aussi de jouer notre rôle de coopérative avec eux. Et donc, on a mis ça en place. Et puis, le 3e s'est fait aussi dans la même démarche. Et puis, finalement, nous avons un partenaire, un débouché, une valorisation. Et finalement, on produit un port qui est différent, un port qui raconte une histoire, un port qui va aussi se démarquer avec l'étiquetage, parce que ça fait partie du deal, l'étiquetage, et puis on va apporter cette sérénité, cette pérennité que l'on recherche auprès de nos adhérents éleveurs. Voilà le modèle tel qu'on l'a construit. Merci Monsieur Jamet, c'est très intéressant. On voit bien tout le rôle que peut avoir une coopérative dans le développement d'initiatives sur le bien-être animal, à la fois pour accompagner, pour définir les modes de production pour les éleveurs et aussi pour développer le marché qui va bien, qui permet à les éleveurs de valoriser leur production sur ces nouveaux types. Alors là, c'est pour des bâtiments, 2 bâtiments. Alors je vais passer la parole maintenant à notre 2e intervenant qui est en visio cette fois-ci. Donc on passe à la filière laitière. J'ai demandé à Luc Vérag si tu es parfait. Donc, rebonjour Luc Vérag. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es éleveur laitier, coopérateur et même administrateur de la coopérative Sodial Union dans les Hauts-de-France. On a souhaité t'interroger sur la manière dont la filière laitière, globalement, prend en compte ce sujet bien-être animal. Je te laisse la parole. Merci Gaël. Et bonjour à toutes et à tous. Merci aussi de m'avoir invité. Alors c'est vrai qu'on a fait pas mal de réglementaires, on a fait pas mal de scientifiques, mais concrètement, dans nos élevages, qu'est-ce qui se passe également? Comment on appréhende ce sujet? Alors, tu l'as dit, moi je suis agriculteur, éleveur laitier dans le département du Nord, une région des Hauts-de-France. On est une structure, nous sommes 3 associés, une structure familiale. Luc, excuse-moi, Luc, je me demande si ta caméra n'est pas coupée. Alors, attends, il faut que je regarde ça. Désolé. Non, elle n'est pas coupée. Ah, ça va, on te revoit. Merci, okay. C'est bon, tu peux continuer. Donc je disais, on a 200 vaches laitières en traite robotisée et je suis administrateur d'une coopérative laitière, Sodial. Administrateur également donc, à la coopération laitière, organisation où j'ai pris le secrétariat général donc, depuis peu. Et surtout administrateur à Haute-Niel, l'interprofession laitière. Alors c'est par rapport à cette dernière responsabilité que je vais tenir mes propos. Et c'est vrai que le bien-être animal, quelque part, c'est un sujet, moi c'est un sujet qui me concerne et puis qui est prégnant chez nous. Il faut juste se rappeler, et en tant qu'éleveur, la société l'a vécu, mais nous aussi en tant qu'éleveurs, c'était une période quand même relativement difficile, se rappeler qu'un petit peu avant 2000, je pense que vous allez tous vous en rappeler, on a eu cet épisode de la vache folle qui, quelque part, a déjà contribué à ce que la filière laitière de vaches, alors je pourrais parler aussi de brebis et de chèvres, mais je suis plutôt spécialisé en vaches, donc a contribué à ce que la filière laitière se prenne déjà en main. Et alors, on avait créé à cette époque-là ce qu'on appelle la charte des bonnes pratiques d'élevage. C'était important parce que c'était d'abord pour rassurer et la société et le consommateur. Et cette charte-là, en fin de compte, elle avait une mission qui était relativement simple. Alors, à l'époque, aujourd'hui, je pourrais dire ça, mais à l'époque, c'était quand même très, très important. C'était la traçabilité. Ça, c'est quand même quelque chose du veau qui naît donc, jusqu'à sa mort, comment l'animal vit.
On avait aussi des éléments sur l'alimentation, hein, on sait très bien comment c'est arrivé. Et puis déjà à cette époque-là, on avait mis quelques éléments sur le bien-être animal. On n'était pas dans une situation comme aujourd'hui où on voit bien qu'avec la société, il faut absolument qu'on évolue fortement sur le sujet. Mais déjà à cette époque-là, on avait contribué à se prendre un peu en main, être un peu proactif sur le sujet. Bon an, mal an, les années passent et puis on est arrivé donc au plan de filière qu'on avait lancé en 2017. Alors, le plan de filière, en fin de compte, il a été lancé un peu dans toutes les productions, mais au niveau de la filière laitière, c'était l'occasion pour nous, de toute façon, de s'engager fortement sur ce bien-être animal. On a un plan de filière qui, justement, on a mis en place un volet sur la responsabilité sociétale. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et dans ce volet sur la responsabilité sociétale, les deux éléments qui étaient priorisants, c'était le bien-être animal et l'environnement. L'environnement, je ne vais pas en parler, mais sur le bien-être animal, on s'est posé la question, on voulait, au-delà d'être proactif, on voulait répondre et s'engager surtout à ce que nous demandait la société plutôt, donc les attentes sociétales, au-delà du consommateur, parce qu'on c'est encore un peu différent. Et puis quelque part, voilà, on est aussi père de famille, on voit bien les enfants, comment ça évolue, on voit bien autour de nous les questions qui se posent. Donc, on a justement créé une batterie d'indicateurs, hein, il y avait 7 indicateurs, qu'on est venu adosser à cette charte des bonnes pratiques. Et donc, ce qu'on appelle la nouvelle charte des bonnes pratiques, avec un intérêt quand même qui est assez fort. Il faut savoir que la charte des bonnes pratiques, cet audit-là, est renouvelée tous les 3 ans dans les exploitations laitières. Ce qui veut dire que ça a été mis en place, donc la nouvelle charte avec les indicateurs bien-être animal ont été mis en place là, en juillet là, 2022, donc c'est vraiment récent. Ça veut dire que dans 3 ans, toutes les exploitations laitières en France ont été auditées sur leurs pratiques dans le bien-être animal. Donc c'est quand même quelque chose de très, très important. Je rappelle simplement que la charte, c'est une démarche de progrès, ce qui veut dire que on peut avoir des indicateurs plutôt moyens. Et puis, je vais vous donner un exemple. Alors, je vais le donner chez moi parce que j'ai pratiqué cet audit. Chez nous, quand on a fait l'audit, on s'est aperçu qu'en fin de compte, au niveau de l'abreuvement, on était un peu limite. Alors qu'on pensait qu'on était plutôt bien, mais non, on était un peu limite. Donc, ça nous a permis d'améliorer justement ce point-là. Il peut y avoir d'autres points. En fin de compte, les 2 points qui ressortent fortement dans les audits qui ont été pratiqués jusqu'à présent, ben, ça sera l'abreuvement et puis ça sera aussi la prise en charge de la douleur lors des bourgeonnages ou les cornages. Donc ça veut dire que quelque part, on est sensible à ce sujet-là et ce n'est pas le tout d'objectiver nos pratiques, c'est que quelque part derrière, et la filière s'est aussi engagée là-dessus, c'est que quelque part derrière, on mette en place aussi des actions techniques. Des actions techniques donc, sur la gestion de la douleur, avec des formations pour améliorer. Ça peut être sur le logement des veaux, et j'en parlerai juste après parce qu'on ne s'est pas arrêté là par rapport aux attentes sociétales. Ça peut être aussi dans les bâtiments d'élevage, on en parlait juste avant par rapport au porc, mais comment on lutte sur les changements climatiques, qu'est-ce qu'on peut apporter de meilleur, de plus confortable pour l'animal. Donc, c'est toutes ces choses-là qui, en parallèle, se font aussi dans la filière, et c'est important. Quand je dis on ne s'est pas arrêté là, c'est que, quelque part, dans les attentes sociétales, on s'est dit, bon, OK, on peut sortir des indicateurs, mais comment écouter ou dialoguer avec nos parties prenantes? Et là aussi, on s'est engagé donc, à faire des concertations donc, avec des ONG welfaristes, hein. Donc j'y ai participé et c'est pour ça que lorsque je disais tout à l'heure, elles sont venues donc, sur mon exploitation et on a pu discuter, on a une nurserie, donc on a pu discuter un peu logement veau. C'était aussi important parce que dans les logements veaux aujourd'hui, dans les pratiques, voilà, le veau ne doit plus être isolé, il faut que les parois donc, soient ajourées, etc. Bon, chez moi, c'était comme ça, et parce qu'on traitait un sujet qui était la sortie au pâturage. Donc là aussi, on a voulu être à l'écoute. Moi, je pense que les concertations,
le dialogue qu'on peut avoir avec les différentes parties prenantes, c'est important. Parce que l'écoute, déjà, si on arrive à l'écoute, c'est déjà formidable. L'écoute, ça veut dire que quelque part, on essaie de faire un pas l'un vers l'autre. Alors, tout n'est pas à prendre non plus à la lettre, mais je pense qu'on est sensible, nous, à améliorer les choses. Et voilà, et quand on peut le faire en partenariat avec, que ce soit des ONG ou autres, c'est plus reconnu. Donc, c'est aussi important. Donc, voilà un petit peu toutes les pratiques et ce qu'on a pu mettre en place au niveau de la filière laitière. Alors, c'est vrai que quand on entend parler un peu de réglementation et d'étiquetage, quelque part, moi, j'ai envie de dire que l'étiquetage, ça ne nous fait pas peur. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, nous, c'est que dans la filière laitière, quand on aura fini en 2025 d'objectiver et puis d'avoir audité toutes les 60 000 fermes, hein, donc c'est quand même assez important, on va être grosso modo sur un niveau de bien-être animal qui va être relativement élevé. Alors, je ne connais pas trop au niveau européen comment ça se passe. Donc, Jérémy en parlait tout à l'heure, mais apparemment, il y a des situations qui sont quand même similaires. Même moi qui suis frontalier avec la Belgique, je vois bien qu'en Belgique, ils sont aussi fortement avancés sur le sujet. Donc, c'est pas l'Europe, moi, qui m'inquiète, c'est comment on va pouvoir valoriser, nous, ce bien-être-là par rapport à des produits ou autres qui viennent de l'autre côté des frontières européennes. C'était la question que Jérémy avait soulevée, donc c'est une question qu'on se pose également. Donc voilà, pour vous situer un petit peu sur la filière laitière, et je voulais juste rappeler quand même une chose, parce qu'en tant qu'éleveur, et quand on a commencé les audits dans les exploitations, je ne dis pas qu'on a eu des personnes ahuries devant nous qui se disaient, attends, vous nous posez des questions, mais c'est ce qu'on fait depuis longtemps. Oui. Il y a un moment, le faire c'est bien, le dire c'est bien. Et je prends toujours cette phrase que notre savoir-faire, il faut le faire savoir, c'est important, et ça renforce aussi un petit peu, ça donne de la robustesse à notre élevage. Donc voilà. Et puis, quelque part, on n'attend pas la réglementation parce qu'on sait très bien que ça sera plutôt contraignant. Donc, on est plutôt proactif. On essaie d'avancer un peu plus vite pour proposer, s'il faut même, certaines actions. Voilà, grosso modo, le contour. Oui, alors, attendez, en fin de compte, j'ai commencé, mais je n'ai pas fini en tant qu'éleveur. Et c'est là aussi que c'est important. Moi, je suis un chef d'entreprise. C'est une activité économique que j'ai chez moi. Et le bien-être animal, même si c'est un sujet qui est vraiment important aujourd'hui et qui se discute partout, je ne connais pas, moi, d'exploitation où il y a de la maltraitance d'animaux. Alors, ça peut arriver malheureusement, mais dans mon environnement, je n'en connais pas. Pourquoi ? Parce que quelque part, pour avoir le meilleur de l'animal, et en production laitière encore plus, il y a des soins à apporter. Il y a ce bien-être qui doit être présent dans l'exploitation. Et je vous assure que le bien-être, quand il est présent, il nous est rendu par l'animal. Donc, c'est aussi ce qui est important par rapport à notre activité économique. J'ai fait le tour. Merci, Luc. Merci pour ton témoignage. Donc, on a bien compris sur notamment l'intérêt des outils collectifs, des projets collectifs pour faire progresser individuellement les éleveurs sur le bien-être animal. Tu as parlé de l'abreuvement dans ton exploitation. Tu as parlé aussi de l'enjeu de communiquer collectivement grâce à ces outils. Également, tu nous as donné un petit aperçu de l'intérêt des discussions avec les ONG pour mieux se connaître et pouvoir échanger par la suite. Donc après ces deux interventions sur la prise en compte par le monde économique, par les filières du sujet du bien-être animal, donc un au niveau d'une coopérative, un deuxième au niveau plus collectif, on va prendre de la hauteur, on va s'intéresser de manière plus globale, plus scientifique à ce sujet du bien-être animal, notamment à la question de l'accès à l'extérieur, qui est une question qui arrive assez rapidement quand on parle de bien-être animal. Donc, je vais vous laisser la parole. Sophie Brajou, donc vous êtes éthologue, vous travaillez pour l'unité mixte Pégase à l'Institut Agro Rennes Angers avec INRAE. Je vais vous laisser exposer le travail que vous faites sur ce sujet de la concertation sur les bâtiments et le plein air. Merci beaucoup. Alors prendre la hauteur, je ne sais pas, mais regarder un autre angle d'approche plutôt.
Oui, donc comme vous l'avez dit, je suis de formation et d'expérience en éthologie, donc je suis éthologue. J'étudie le comportement animal dans mes travaux et j'essaie de comprendre un peu comment l'animal perçoit son environnement, quels sont les choix qu'ils font, quelles préférences ils ont, et j'étudie l'impact de l'environnement ou de l'environnement social aussi sur le bien-être et la santé. Mais je développe aussi de nouvelles expertises depuis tout récemment en physiologie animale, donc toujours en me concentrant sur l'animal, mais maintenant en comprenant aussi comment ça se passe à l'intérieur, comment est-ce que l'animal fonctionne, et l'impact toujours de l'environnement et de ses congénères, de l'environnement social aussi, sur ses réponses physiologiques, sur ses réponses internes en fait. Mais ici, je ne suis pas venue vous parler de mes travaux de recherche sur l'animal, et je voulais plutôt vous parler d'une démarche de recherche que nous utilisons dans notre projet actuel, qui se fait via une démarche de recherche participative. Ce projet s'appelle le projet Panorama. C'est un projet qui vise à produire des connaissances pour favoriser l'accès à l'extérieur pour les animaux de ferme et des animaux qu'on retrouve le plus souvent en claustration, c'est-à-dire dans notre cas les porcs et les lapins. Et c'est un projet que je ne mène absolument pas seul, et ce n'est même pas moi qui l'ai imaginé. Il a été imaginé, conçu et il est aujourd'hui coporté par 3 chercheuses qui travaillent dans 3 instituts de recherche différents. Laurence Lamotte, qui travaille à l'unité mixte de recherche Genfis de l'INRAE de Toulouse, et elle concentre ses travaux sur le lapin. On a une collègue aussi, Julie Hervé, qui est chercheuse, enseignante-chercheuse même, à l'unité sous contrat IECM de l'école vétérinaire d'Oniris à Nantes, et puis Céline Talley qui est chercheuse au sein de l'UMR, l'unité mixte de recherche Pégase de l'INRAE de Rennes, et qui concentre, tout comme Julie Hervé, ses travaux sur le porc. Et donc moi, au quotidien, je travaille dans l'équipe de Céline Talley, donc à Rennes, juste à côté, mais on collabore bien sûr avec des autres équipes de recherche. Donc, ces 3 chercheuses, il y a quelques années déjà, elles se sont posées une question, et si on offrait un accès à l'extérieur aux porcs et aux lapins, et plus particulièrement, quel accès extérieur pourrait-on offrir aux animaux ? Alors, on sait, grâce aux sociologues, que les citoyens réclament de plus en plus d'accès à l'extérieur, et ils réclament aussi que les animaux aient plus d'accès à de la lumière naturelle, voilà. Mais nous ne savions pas quel type d'accès à l'extérieur, pourquoi un accès à l'extérieur, qu'est-ce qui est important pour eux. Et puis, même nous, entre équipes de recherche, nous-mêmes, on n'est pas forcément toujours d'accord, ou on ne sait pas forcément ce qui serait le mieux pour le bien-être et la santé des animaux. Et de là, ont surgi beaucoup de questionnements. Qu'est-ce que les citoyens consommateurs veulent ? On a vu des systèmes qui ont échoué ou n'ont pas suscité l'adhésion du public, comme par exemple des systèmes d'élevage de poules en cage aménagée. On a d'autres systèmes qui fonctionnent, mais qui manquent des fois de débouchés, comme dans la filière laitière bio. Et donc, d'où l'importance pour nous de comprendre vraiment ce que les citoyens consommateurs veulent, mais aussi dans quelles conditions, pourquoi ils le veulent, comment ils l'imaginent, comment est-ce qu'ils le perçoivent. Et puis, à côté de ça, on a aussi les éleveurs qui sont quand même les premiers concernés par les évolutions des systèmes d'élevage et qui travaillent, qui vivent dans ces élevages. Ils devraient avoir le choix aussi de l'outil avec lequel ils veulent travailler. Et donc, on était aussi particulièrement motivés pour comprendre aussi ce qu'eux, ils veulent, ce qui les motive, ce qui les freine, pour essayer justement de développer des projets de recherche qui ont du sens aussi pour eux. Donc, on est parti sur un projet de recherche un peu... d'une manière un peu différente de ce qui se fait habituellement. Habituellement, nous, les équipes de recherche, quand on travaille, on réfléchit, on essaie d'identifier une problématique dans le milieu agricole. On pose une question de recherche à partir de là. On met en place des expérimentations. Et puis, les résultats de nos travaux sont ensuite diffusés de la sphère scientifique vers le milieu agricole. Et même si les scientifiques sont évidemment au courant de l'actualité et bien conscients des enjeux dans le milieu agricole, ils ont souvent peu de contacts directs avec la société ou avec des acteurs du milieu agricole. Donc, nous, on a voulu fonctionner différemment parce qu'on sait que les résultats de nos travaux peuvent devenir des références des fois dans le milieu agricole et peuvent avoir un impact sur l'évolution des systèmes et le développement d'innovations sur le territoire. Donc, on a choisi d'utiliser une démarche participative, qui est une méthode de recherche qui vise à impliquer des acteurs, différents acteurs dans les projets, pour comprendre et prendre en compte leur opinion, leur point de vue, identifier quels sont les freins qu'ils peuvent relever et au contraire les leviers. Et puis, finalement, confronter les résultats des travaux de recherche avec les réalités du terrain.
et faciliter finalement le processus de diffusion des résultats et de développement d'innovation. Alors, en d'autres termes, concrètement, comment est-ce qu'on travaille dans un projet de recherche participative? Le projet se développe au fur et à mesure. On ne sait pas finalement trop comment ça va évoluer parce qu'on se réajuste toujours en fonction des échanges qu'on a avec les acteurs qu'on rencontre, qui peuvent être des citoyens ou des acteurs de la filière, des éleveurs, des conseillers d'élevage, etc. Et nous, on a choisi 3 méthodes pour nous rapprocher justement de la société, des acteurs de la filière, de mener des interviews individuelles, de mettre en place des ateliers de co-construction et de former un groupe de travail. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu plus comment est-ce qu'on s'est lancé, comment est-ce qu'on a mené ces 3 étapes-là. Je vous présente juste ce qu'on a fait, nous, du côté de Rennes, mais nos collègues à Nantes et à Toulouse ont aussi mené ce type d'activité, de démarche participative auprès de citoyens et d'acteurs de la filière dans leur région. Donc, concernant les interviews individuelles, on a mené 2 enquêtes. Une enquête auprès de citoyens consommateurs. Nous savions déjà, grâce au travail des sociologues, que les citoyens veulent plus d'accès à l'extérieur. Par contre, on ne savait pas pourquoi c'est important pour eux. Qu'est-ce qui est important selon eux pour un animal? Et on ne savait pas non plus comment est-ce qu'ils imaginaient cet accès à l'extérieur. Est-ce qu'ils pensent nécessairement à du plein air ou est-ce qu'un bâtiment avec des courettes pourrait être acceptable pour eux? Donc on voulait vraiment comprendre comment est-ce qu'ils imaginent tout ça. Après, on a aussi interviewé des éleveurs de porcs plus particulièrement. Donc là, le but, c'était de comprendre la diversité des points de vue. Quels sont les freins et les motivations des éleveurs à offrir ou non un accès à l'extérieur aux porcs? Et pour ça, pour comprendre cette diversité des points de vue, on a interviewé des éleveurs qui travaillent dans tout type de système, du bâtiment au plein air intégral, dans plusieurs régions de France, en Bretagne jusqu'à la Corse, et puis des éleveurs des 2 sexes, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, qui avaient beaucoup d'expérience, peu d'expérience. Et vraiment, c'était comprendre qu'est-ce qui les freine, qu'est-ce qui ne leur plaît pas, ou au contraire, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui pourrait les motiver. Et pour les éleveurs qui avaient choisi, par exemple, de travailler dans des élevages en bâtiment, on leur demandait si ça aurait pu leur plaire de donner un accès à l'extérieur, et si oui ou non, pourquoi, ou qu'est-ce qui aurait pu les intéresser, qu'est-ce qui aurait pu les motiver, ou même pas du tout. Pour certains, ce n'était pas du tout une question qui s'était posée. Donc ça, c'était pour les interviews. Ensuite, on est plutôt en train de mettre en place des ateliers de co-construction. Donc cette fois-ci, on ne rencontre pas des personnes individuellement, on monte des groupes de travail, on propose à des groupes de participants de réfléchir ensemble à un aménagement d'un accès à l'extérieur. On mène ces ateliers de co-construction à la fois avec des acteurs de la filière et à la fois avec des citoyens consommateurs. Et justement, les ateliers qu'on mène auprès des acteurs de la filière ont lieu au SPACE, juste après, donc aujourd'hui et demain, de 16h à 17h30, je fais un petit peu la pub. Et ils ont lieu dans la salle juste derrière, salle B Europe. Et donc, s'il y en a qui sont intéressés pour participer, n'hésitez pas à venir me voir. Et on recherche notamment plus d'éleveurs de porcs. Donc, durant ces ateliers de co-construction, comment est-ce qu'on travaille? Donc, on propose au groupe de participants de s'appuyer d'un jeu de cartes, dont chaque carte illustre un type d'accès à l'extérieur, ou un type de sol, ou un type d'aménagement. Et ils vont donc choisir les cartes qui les intéressent et construire comme ça un accès à l'extérieur qui semble, selon eux, selon leur propre point de vue, le plus acceptable ou même idéal pour cet élevage de porcs. Et finalement, on propose une dernière méthode pour nous rapprocher justement des acteurs de la filière. On a monté un groupe de travail composé d'une communauté de professionnels comme des équipementiers, des éleveurs, des conseillers d'élevage, qui qu'on réunit à plusieurs reprises au fur et à mesure du projet, lors d'étapes clés, pour discuter avec eux, échanger avec eux, présenter, partager les résultats de nos travaux et récolter leur opinion sur ces sujets. Et ça nous permet de nous réajuster et de prendre en compte leur point de vue pour tester finalement des facteurs, des variables d'intérêt selon eux. Et donc, en conclusion, grâce à ces 3 approches, les interviews, les ateliers de co-construction et le groupe de travail, on est capable d'identifier quels sont les freins, les contraintes, les réticences que pourraient avoir les différents acteurs impliqués dans ce projet, mais aussi les motivations et les leviers et des idées auxquelles nous n'aurions peut-être pas pensé tout seuls, simple équipe de recherche, si on avait travaillé seulement de notre côté.
Et puis finalement, pour finir, au milieu de tout ça, on a aussi les animaux, qui sont aussi les très concernés, les premiers concernés aussi par l'évolution des systèmes d'élevage. Et il ne suffit pas non plus de récolter les avis de chacun pour développer des systèmes d'élevage qui soient respectueux du bien-être et de la santé animale. Donc l'étape suivante est de tester justement, tester des systèmes innovants, tester des leviers qu'on a identifiés grâce au travail de co-construction avec les différents acteurs et tester l'impact sur le bien-être, la santé animale, mais aussi les performances technico-économiques dans les élevages. Et pour ça, on mène des expérimentations en parallèle de cette démarche participative, des expérimentations dans des élevages commerciaux et des expérimentations aussi dans des élevages expérimentaux, pour évaluer, pour questionner finalement les animaux et faire notre travail d'éthologue aussi, ou de vétérinaire, ou de physiologiste, tester ce que les animaux préfèrent aussi, et comment gérer au fil des saisons cet accès à l'extérieur, comment le gérer au fil des jours, est-ce qu'on donne l'accès tout le temps, seulement à certaines périodes, tous les stades, seulement certains stades, dans quelles conditions. Donc finalement, pour finir, pour conclure, grâce à ce travail de co-construction et ces expérimentations que nous menons, nos travaux visent à finalement développer des systèmes d'élevage avec un accès à l'extérieur qui soient à la fois respectueux pour le bien-être et la santé des porcs et des lapins, mais qui soient aussi acceptables par les citoyens consommateurs et plaisants même, je dirais, et profitables pour les éleveurs et les autres acteurs de la filière. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc j'ai compris une approche pluridisciplinaire, pluri-outils pour comprendre les besoins, les attentes de tout le monde sur ce sujet du bien-être animal, mais plutôt de l'accès à l'extérieur. Les citoyens que vous avez fait jouer aux cartes, les agriculteurs avec leurs contraintes économiques notamment, et puis les producteurs, enfin les animaux en eux-mêmes avec une approche animale centrée. On va pouvoir passer à une phase de questions-réponses pour l'ensemble de ce moment, de cette conférence. Donc vous pouvez poser vos questions en direct et puis également via le Facebook Live si ça fonctionne. On me dit que ça fonctionne. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, je vais commencer avec la mienne. Si vous voulez bien, j'ai une question pour vous. Donc sur le sujet de la recherche, moi, une question me brûle les lèvres. C'est et alors, ils veulent quoi les citoyens ? Qu'est-ce que vous avez appris en jouant aux cartes avec eux ? Alors, on n'a pas encore joué aux cartes avec eux. On fait ça dans 2 semaines à Lacy. Je fais d'autres pubs encore. Alors, par contre, ce qu'on a appris grâce aux interviews individuelles, c'est que oui, ils veulent plus d'accès à l'extérieur, donc ça, on le savait déjà, comme je vous disais. Par contre, quand on leur demande pourquoi c'est important pour les animaux, généralement, ils ont du mal à répondre. C'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à concevoir. C'est juste, pour eux, ils ont l'impression que c'est mieux. Et quand on leur demande quel type d'accès à l'extérieur est-ce qu'ils imaginent, eh ben, c'est pareil. Généralement, ce qui en ressort, c'est déjà l'importance pour un animal d'avoir le choix. Donc, ils imaginent un système où l'animal peut choisir. Mais ça ne va pas plus loin que ça. Et ils concluent généralement en disant que c'est les éleveurs qui savent, qu'ils ne savent pas et qu'ils leur font confiance. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je pense que simplement, c'est pas si simple, mais de partager en fait les choix qui sont faits et expliquer pourquoi ils sont faits de telle ou de telle manière, simplement expliquer finalement, ça pourrait améliorer l'adhésion finalement du public face aux différentes innovations qu'on peut proposer. Mais voilà, c'est difficile finalement pour eux. C'est comme moi, si on me demande quel type de voiture vous voulez, moi je veux une voiture qui pollue moins, et on vous demande ensuite alors qu'est-ce que vous mettriez comme pièce, comme moteur ou comme courroie ou j'en sais rien. Je dirais bon alors là c'est votre métier, moi je veux juste un truc qui marche et qui pollue pas trop. Bon je pense que c'est pareil dans le milieu agricole. C'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas du milieu de dire comment il imagine parce que généralement la plupart n'en ont jamais vu. Donc, ils ont simplement l'image soit du petit cochon dans les prés, soit au contraire des images plus virulentes. Mais concrètement, à quoi ça ressemble, c'est difficile pour eux à imaginer. Ouais, effectivement, c'est sans doute un bon point, que ce soit à nous, les acteurs des filières, de définir les modes de production en plein air là, sur le sujet qui correspondent à ce qu'on peut faire. C'est vrai, mais c'est vrai que nous, on imaginait qu'on aurait plein de réponses, plein d'idées, et on dit bon, finalement, pas tant. Y a-t-il d'autres questions, des questions dans la salle ? Oui, monsieur. Est-ce que vous pourriez vous présenter ?
Maxime Lefloc pour la coopérative Le Gouessant également, mais côté ruminant, peut-être plus à destination de Monsieur Verhaeghe, mais je ne sais pas, vous allez me dire. Une question en deux temps peut-être par rapport à ce qui a été réalisé en termes d'audit. Qui réalise les audits? Quels sont les grands éléments qui sont relevés? Quelles sont aussi peut-être les contraintes dans l'amélioration des points qui sont identifiés? Et comment c'est contrôlé? Ça serait la première étape de la question. Et dans un deuxième temps, pour faire écho à l'intervention de Madame Brajon juste précédent, suite à ce que vous avez observé, suite à ce que les animaux ont besoin et suite à l'identification de ce que les consommateurs veulent, quelle est votre sensation sur le niveau aujourd'hui de cohérence et quels sont les grands axes d'amélioration du bien-être animal en élevage laitier? Ou peut-être plus généralement en élevage ruminant? Luc, si tu veux commencer. Je commence par répondre à la première partie. Merci pour la question. Enfin, je ne suis pas technicien pour répondre précisément à cette question. Néanmoins, on a formé, parce qu'en fin de compte, avec les nouvelles indicateurs et puis l'évolution aussi de la charte des bonnes pratiques, donc depuis le printemps jusqu'à fin juin, on a formé un peu plus de 500 techniciens sur toute la France. Donc, ce sont des techniciens de laiterie ou autres, qui ont le bagage donc, pour justement faire ces audits dans les exploitations. Et aujourd'hui, on est dans une démarche de certification justement de cet audit, qui est en train de se finaliser. Donc, qui dit certification, dit contrôle, etc. Donc, pour répondre à votre question. Donc, c'est en marche, on va dire. Oui. Peut-être un petit point de complément. Donc, la charte des bonnes pratiques d'élevage, c'est effectivement l'outil qui a été choisi pour déployer ce progrès du bien-être animal en filière laitière. Il y a une initiative parallèle et coordonnée en filière viande bovine avec l'outil Boviwell qui correspond aux mêmes méthodes d'évaluation et pareil en s'appuyant sur les techniciens des structures et notamment des coopératives pour faire les diagnostics chez les éleveurs et les accompagner dans le progrès. Je vous laisse la parole, Madame Brajon, sur la deuxième partie de la question. Oui, alors... Donc moi, je ne suis pas du tout spécialiste des ruminants, par contre, mais c'est vrai que quand on a questionné les citoyens consommateurs, on les a questionnés sur ce qu'ils imaginaient, mais toute espèce confondue, parce que finalement, pour le citoyen lambda, faire la différence entre les besoins d'un porc ou d'une vache ou d'un lapin, c'est un peu compliqué, généralement. Bien qu'il y a des choses qui ressortaient. Ils voyaient très bien les porcs dehors, mais les lapins, pour eux, non, ça reste à l'intérieur. Donc, c'est marrant, il y a quand même des images, des idées derrière. Maintenant... Alors, c'est vrai qu'il y a des choses, des points à nuancer quand même. C'est qu'il faut souvent distinguer, et ça on le rappelle souvent, le citoyen du consommateur. Et donc, finalement, les citoyens souhaitent plus d'accès à l'extérieur. Généralement, ils peuvent partager ça, mais ça ne se traduit pas toujours en acte d'achat. Et ça, c'est une grosse limite aujourd'hui, un gros problème aujourd'hui. Et puis même dans les études qui sont menées pour comprendre la propension à payer, est-ce qu'un citoyen est prêt à payer tant ou tant, jusqu'à combien ils sont prêts à payer, et bien on voit qu'entre ce qu'ils disent et ce qu'ils vont effectivement faire là-bas, il y a aussi un grand gap. Donc généralement, ce que les études montrent, c'est qu'ils sont prêts à payer jusqu'à 20-25% plus cher pour plus de bien-être. Mais maintenant, est-ce que ça se traduit forcément par l'acte d'achat? Non. Donc comment est-ce qu'on voit évoluer finalement tout ce qui est normes de bien-être animal dans les élevages? Ce qu'on voit, c'est quand même ce qui est une tendance, si on prend du recul justement et de la hauteur, c'est que la société évolue quand même. Et même si aujourd'hui, il y a une demande qui est présente mais pas encore très développée, et bien celle-ci augmente d'année en année. Et les travaux qu'on effectue aujourd'hui, il faut aussi les voir dans une dimension plus large, avec un impact sur la société plus tard, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, c'est pas, pour moi, il ne faut pas s'arrêter à ce qui se passe aujourd'hui, il faut aussi essayer de voir plus loin. Et à côté, il y a tout un travail qui n'est pas le mien, mais qui est le travail d'autres acteurs, de justement communiquer auprès des citoyens consommateurs, de sensibiliser et d'informer finalement sur ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça, etc. Et qui est aussi en cours, hein, qui est déjà mené qui est très bien mené par les acteurs concernés. Merci. On a une deuxième question. Quentin, tu veux... Non ? Ok.
Monsieur, si vous voulez vous présenter et poser votre question. Oui, bonjour, je m'appelle Jacques Hibernier et je m'occupe d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour les bâtiments ports. Je suis à mon compte, gérant. J'ai une question pour vous, Sophie Brajon, mais aussi pour Stéphane Jamet. Comment allez-vous prendre en compte la problématique du bilan carbone avec des bâtiments qui vont être 1,5 fois la surface des bâtiments que nous faisons aujourd'hui en matière d'espace et en matière de consommation de matériaux? Alors, moi, ça va être plus facile, ma réponse. C'est que donc, chaque chercheur, nous sommes quand même spécialisés dans un domaine, et moi, je m'occupe vraiment des aspects animaux. Mais en effet, il y a des équipes de recherche. Oui, voilà. Alors exactement, donc il y a d'autres équipes de recherche évidemment qui se spécialisent sur ces aspects-là, et on est amené à travailler, à collaborer avec eux pour étudier justement les systèmes, et avec sur des échelles de multiperformance, c'est-à-dire santé animale, performance animale, voilà, mais aussi performance en termes environnementaux, écologie, gestion des effluents, etc. Donc ces points sont adressés. Moi, j'ai pas la réponse parce que je suis pas spécialiste, mais c'est évidemment des questions qui sont adressées, et les travaux sont actuellement en cours. Alors oui, donc voilà, notre projet ne porte pas sur ça, mais je pense qu'il est important quand même de préciser que toujours dans cette démarche participative, on voit émerger des idées lors des rencontres avec les différents acteurs, et selon les sujets qui sont abordés, on peut solliciter des experts d'un autre domaine ou d'un autre pour le prendre en compte dans les projets. Donc par exemple, si certains aspects, par exemple de nutrition, des inquiétudes en termes d'alimentation des animaux ressortent beaucoup, et ben on fait appel à des collègues en nutrition animale pour se joindre à nos projets et étudier ces aspects-là. Les aspects environnementaux ont été mentionnés par certains éleveurs, mais n'ont pas été le cœur finalement des débats lorsqu'on en a discuté. Donc c'est vrai que pour l'instant, on ne s'est pas approché des spécialistes du sujet, mais évidemment, c'est des échanges et des travaux qui vont se faire ensuite, et qui sont déjà en cours par d'autres équipes de recherche, de toute façon. Et pour ma part, sur le bâtiment, c'est vrai qu'il est, et forcément, il prend 40% de surface en plus que la norme. Maintenant, aujourd'hui, on le voit bien, y compris les projets conventionnels, les techniciens bâtiments n'attendent pas des normes futures. Ils augmentent naturellement la surface par animal. Donc, en fait, au fur et à mesure, premièrement, on est assez proche. Après, nous, on l'a pensé plus globalement, parce que c'est aussi un équilibre. Si on veut prendre l'exemple de la voiture électrique, c'est tout le débat où on dit finalement, une fois que la voiture elle est fabriquée, eh bien, elle pollue beaucoup moins qu'une voiture à moteur thermique, mais il y a tout le débat avec l'amont, qu'est-ce que ça a coûté, tout ça. Donc nous, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que nos modèles de bâtiments sont très peu consommateurs en énergie, que ce soit en chauffage, que ce soit en ventilation, que ce soit en éclairage. On a aussi forcément de fait une réflexion sur la nutrition, avec la mise en avant de la valorisation des céréales produites sur l'exploitation, avec des réflexions sur même se dire est-ce que demain on est capable de faire sans soja carrément. Donc nous avançons sur ça. Donc c'est parce qu'on prend la problématique dans son ensemble, dans sa globalité, qu'on arrive à compenser certains surcoûts, certains surinvestissements en bâtiment, par exemple. Mais on raisonne vraiment global. Merci pour cette question. Elle est très pertinente, effectivement, parce que alors là, vous l'avez abordé sur le sujet du bâtiment, mais on voit bien qu'il y a une contradiction entre une injonction du citoyen ou du consommateur qui demande à extensifier. Et puis quand on regarde la production sous l'angle du bilan carbone, et parfois, souvent, l'extensification ne va pas dans le sens de l'amélioration du bilan carbone. Mais si vous êtes intéressé par le sujet du carbone, je vous invite à rester dans cette salle à la fin de la conférence. Il y a une deuxième conférence organisée par la coopération agricole sur la thématique du carbone, justement. Voilà, on va prendre une autre question. Mais c'est vrai que c'est tout un jeu de compromis, quoi. Il n'y a pas de solution parfaite et il faut trouver l'équilibre. Bon.
Du coup, bonjour, Lucie Pouchard pour la France Agricole. J'avais une question pour vous, Monsieur Jamet, sur les débouchés et partenariats que vous avez trouvés pour cette filière. C'était savoir si finalement les efforts des producteurs sont justement récompensés, si on peut avoir un ordre d'idée de la plus-value, même si on n'en est qu'au début, et savoir quel volume vous envisagez mettre en place en perspective. Alors, les partenariats nous permettent en effet d'avoir, donc, ce que je vous disais, on va avoir 30 000 places à construire sous 4 ans. C'est-à-dire qu'on va être sur une base, en tout cas sur le partenariat actuel, de 2000 porcs par semaine, ce qui est bien. Nous sommes très satisfaits de ça. Ça va permettre à beaucoup d'éleveurs de pouvoir avoir dans leur production globale une partie de production Physior. Sur les plus-values, aujourd'hui, ce qui a été négocié permet à l'éleveur d'avoir un retour sur à la fois son investissement, sur la différenciation et sur aussi sa participation à quelque chose autour du bien-être animal qui lui permet de créer cette valeur ajoutée. J'en dirai pas plus, donc voilà, mais forcément c'est pris en compte. Autrement, de toute façon, je pense qu'il y a des éleveurs ici dans cette salle. S'il n'y avait pas de retour, s'il n'y avait pas un retour économique, ok pour le bien-être animal, mais je pense que personne ne voudrait en faire. Donc, de toute façon, on n'y coupe pas. Je voudrais juste appuyer, il y a deux choses qui sont vraiment importantes. Tout à l'heure, on parlait de la différence entre le citoyen et le consommateur, et c'est vrai que nous on s'est appuyé beaucoup sur Accept, sur Consopol, et je suis complètement en phase avec ce qui est dit, c'est-à-dire qu'il y a bien un écart entre le citoyen et le consommateur, mais à l'instant T, et je vous rejoins aussi sur le fait que, en fait, on est obligé de voir plus loin. Parce que, par contre, le citoyen, demain, il sera consommateur. Et je rejoins aussi l'éleveur qui disait on est père de famille, on voit comment fonctionnent nos enfants, et nos enfants sont les futurs consommateurs. Et d'ailleurs, vous pouvez observer les marques. Les marques, qu'est-ce qu'elles regardent? Elles ne regardent pas des gens comme moi, ce que je fais, parce que finalement, je ne les intéresse déjà plus, parce que je suis déjà du passé. Par contre, ils vont regarder ce que font mes enfants qui ont entre 16 et 25 ans, parce que ce sont eux les futurs consommateurs, et ce sont eux qui vont en plus acheter pour leurs futurs enfants. Et donc, c'est bien eux qui sont intéressants. Et lorsque vous regardez, c'est bien eux qui aujourd'hui ont cette démarche autour du bien-être animal. Et donc le consommateur, il va arriver. Donc en effet, il faut... Alors, on peut se dire, il ne faut pas être trop tôt. Non, il ne faut pas être trop tôt, mais il ne faut pas être trop tard non plus. Et c'est important. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous, par exemple, sur un de nos sites, on est bourré de caméras, de testeurs, de data, parce qu'on veut factualiser aussi et la performance technico-économique, à nouveau, parce qu'on n'y coupe pas. Mais on veut aussi factualiser le bien-être animal, c'est-à-dire qu'on a individualisé les animaux et on analyse en permanence toutes les minutes où ils se situent individuellement, et ce qui permet de voir, mais au fait, est-ce que au final, l'animal, il est mieux ou pas? Et c'est très intéressant à voir. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que dans tous nos bâtiments Physior en place, là, dans très exactement une demi-heure, ils vont tous être dehors. Et c'est impressionnant. Et on leur donne pas l'heure, hein, on fait rien de tout ça. Ils vont tous être dehors. Donc la preuve que il y a quand même quelque chose de très intéressant à travailler sur ce phénomène-là, parce que finalement, ils font ce qu'ils veulent quand ils le veulent, et on se rend compte qu'ils ont des comportements très naturels et qu'ils ont besoin voilà, ils ont leurs habitudes. Ils ont leurs habitudes, ouais, voilà, c'est vraiment très marrant et c'est inné en fait. Donc voilà ce que je voulais préciser en appui de ce qui a été dit avant. Je vous remercie. Le temps presse. Je vais me permettre une dernière question, elle est pour moi. Je m'adresse à Monsieur Simonin au niveau de la Commission européenne. Je ne sais pas si vous êtes encore en ligne et disponible. Vous êtes encore en ligne.
Parfait, Oui, je suis là, je vous entends. Donc vous avez évoqué les travaux de la Commission, les travaux préliminaires à une évolution législative sur les règles du bien-être. On a surtout parlé du maillon élevage, mais finalement, est-ce qu'il se trame quelque chose aussi pour les autres maillons de la filière qui concernent les éleveurs et notamment les éleveurs impliqués en coopérative? Est-ce qu'il y a des travaux ou des perspectives sur le sujet du transport et de l'abattage? Oui, complètement. Je l'ai dit, mais peut-être pas assez, peut-être un peu trop vite. Non, je confirme. En fait, la révision du paquet législatif couvre en fait tout le paquet de législation actuelle, y compris le transport et l'abattage. C'est très très clair là-dessus. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le champ en fait de la révision. Et en plus de ça, on aura probablement quelque chose sur l'étiquetage, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, non seulement on va réviser un peu ce qui existe déjà, on va probablement aussi étendre le champ d'application à d'autres espèces en ce qui concerne des questions spécifiques. Mais on va, comment dire, voilà. Oui, donc oui, pour faire court. Bon, on suivra ça de près aussi. Merci beaucoup pour votre réponse. Donc, comme le temps effectivement nous est compté, on doit céder la place pour une autre conférence organisée par la coopération agricole. Je vais laisser à Michael Marcerou le soin de conclure nos travaux. Merci beaucoup aux intervenants. Alors, ce rôle un peu de conclusion qui m'est attribué chaque fois est très compliqué et je ne voudrais pas qu'il soit pris tel que, parce que finalement, je pense qu'on l'a déjà dit en introduction, c'est la 8e année. Donc finalement, aujourd'hui, moi, ce que je voulais faire, c'est finaliser aujourd'hui le débat qu'on a eu, parce qu'on vous a démontré que pendant 8 ans, on est sur la route du bien-être animal. Chaque année, on fait une étape. Chaque année, on met une lumière sur un sujet bien précis. Et finalement, il n'y a pas une seule conclusion à avoir. Je pense qu'aujourd'hui, on a rempli une très belle salle. On est 140 et vous avez le droit d'avoir 140 conclusions aujourd'hui en sortant de cette salle. Parce que ce qui est important à démontrer sur le bien-être animal, c'est que c'est un tout. Et que finalement, chaque étape a son rôle, chaque personne a son rôle. Et ce qui est important aujourd'hui, on va rentrer dans une évolution réglementaire au niveau européen. Ce qui était surtout important à mettre en avant aujourd'hui, c'est qu'on est positionné au niveau Europe avec des normes assez élevées, mais surtout une reconnaissance aujourd'hui d'un savoir-faire au niveau mondial. Jérémy l'a bien dit, et ils vont essayer d'avancer là-dessus pour continuer à avoir cette reconnaissance-là, appuyée par une commission qui ne veut pas mettre en place des choses sans avoir de la recherche aussi derrière, sans pouvoir appuyer tout ça. Et je pense que c'était intéressant aussi par rapport à tous les intervenants qu'on avait, de démontrer que finalement, le bien-être animal, ce n'est pas juste à un moment une pensée sur un animal, c'est un tout qui fera que. On a démontré dans le modèle coopératif depuis plusieurs années que ce qui est important, c'est surtout d'être proactif là-dessus, d'aller chercher des innovations, d'avancer, de mettre des fonds aussi dans la recherche pour essayer de voir comment l'animal se comportera mieux, dans la limite de ce qu'on peut faire aussi, mais appuyer à côté avec des instituts techniques qui font de la recherche aussi beaucoup plus appliquée sur qu'est-ce que peut avoir besoin un animal, et bien sûr sans oublier le citoyen et le consommateur. Alors très souvent on dit que c'est deux personnes. Dans la réalité, ça en est deux, parce qu'il y a deux phases. On est citoyen, on est consommateur aussi. Dans l'avenir, ça sera peut-être des personnes qui vont se rapprocher très très vite. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de prendre tout le monde en considération dans les attentes de chacun et dans les possibilités qu'on a dans un modèle économique, dans des attentes sociétales, pour arriver à avancer. Donc, voilà globalement ce que je trouvais important de rappeler aujourd'hui, de rappeler que les filières aujourd'hui, elles sont mobilisées dans un élan de bien-être pour arriver à répondre à des attentes et surtout en prenant en compte le bien-être des animaux. Merci à tous d'avoir pu vous rendre disponibles et puis à l'année prochaine.